President Trump called FIFA President Gianni Infantino earlier this week and urged him to reconsider the suspension of the US's top goal scorer, Folarin Balogun. Sportsmanship is in question at the Football World Cup after FIFA overturned a red card given to one of the USA's star players. Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. That's right, Mark. A new video of the Senegalese national football team that it shows them being treated like criminals. 9 people have already been injured in mass shooting near the very area selected as England's World Cup base. FIFA's president is raising concerns about the heat. A team training in San Diego is warning their players about rattlesnakes. I wanted to ask you, can you just have your phone call with Gianni Infantino about the red card? Yeah, I did. Le 13 juin 2018, tous les regards sont tournés vers Moscou. Dans moins de 24 heures, la Russie donnera le coup d'envoi de sa Coupe du Monde devant des millions de téléspectateurs. Pourtant, ce jour-là, ce n'est pas du Mondial 2018 dont il est question. À quelques kilomètres du stade Loujniki, plus de 200 fédérations membres de la FIFA sont réunies pour prendre une décision qui pourrait transformer durablement l'avenir de la compétition la plus suivie de la planète. Closed. Now let's wait for the results. Depuis plusieurs mois, 2 projets s'affrontent et défendent 2 visions de ce que doit devenir la Coupe du Monde. D'un côté, le Maroc présente sa 5e candidature après ses 4 échecs en 1994, 98, 2006 et 2010. Pour le Royaume, accueillir enfin le mondial représenterait bien plus qu'une réussite sportive. Ce serait la consécration de plusieurs décennies d'efforts et une première historique pour l'Afrique du Nord. Et son projet repose sur une idée simple. Proposer une compétition compacte, où les stades seraient situés à seulement quelques centaines de kilomètres les uns des autres, permettant aux supporters de suivre facilement leur sélection sans avoir à traverser un continent entier. En face, la candidature des États-Unis, du Canada et du Mexique défend une philosophie complètement opposée. Les 3 pays ne veulent pas simplement organiser une Coupe du Monde, ils veulent repousser les limites de ce que ce tournoi peut être. Leur dossier promet 16 villes hautes réparties sur 3 pays, certains des plus grands stades de la planète et une organisation capable d'accueillir davantage de supporters que n'importe quelle autre édition auparavant. L'objectif est de faire du Mondial 2026 la compétition la plus ambitieuse de l'histoire du football. Lorsque le président de la FIFA, Gianni Infantino, ouvre officiellement le scrutin, chaque fédération dispose d'une seule voix. Pendant plusieurs minutes, les représentants des différentes nations se succèdent devant les bornes de vote électronique, conscients que leur décision ne désignera pas seulement un pays organisateur, mais qu'elle déterminera la direction que prendra la Coupe du Monde pour les décennies à venir. Puis les résultats apparaissent finalement sur les écrans. La candidature des États-Unis, du Canada et du Mexique obtient 134 voix et le Maroc en recueille 65. Ce 13 juin 2018, la FIFA vient de faire bien plus que choisir le pays hôte de la Coupe du Monde 2026. Elle vient de valider une nouvelle vision du football mondial. Un tournoi plus grand, plus spectaculaire, plus international et surtout plus rentable que tout ce qui avait été fait auparavant. Et à première vue, ce choix paraît presque évident. Les 3 pays disposent d'infrastructures largement capables d'accueillir un tel événement. Les États-Unis possèdent certains des plus grands stades de la planète. Le Canada bénéficie d'une solide expérience dans l'organisation de compétitions internationales. Et le Mexique s'apprête à devenir le premier pays de l'histoire à accueillir 3 Coupes du Monde après celles de 1970 et de 1986. Mais le véritable changement ne réside pas seulement dans le choix des pays organisateurs. Cette édition doit également devenir la première à réunir 48 sélections nationales contre 32 auparavant. En augmentant de moitié le nombre de participants, la FIFA ne cherche pas simplement à ajouter quelques matchs au calendrier, mais elle veut transformer en profondeur la compétition la plus prestigieuse du football. Mais cette ouverture poursuit également un objectif économique. Avec 16 équipes supplémentaires, de nouveaux pays découvrent le mondial, de nouveaux marchés s'ouvrent et surtout les sponsors bénéficient d'une visibilité encore plus importante qu'auparavant. Pourtant, derrière cette promesse parfaite, certaines interrogations commencent déjà à apparaître. Organiser une Coupe du Monde dans un seul pays représente déjà un défi logistique immense. Mais répartir une compétition sur 3 pays aussi vastes que les États-Unis, le Canada et le Mexique change complètement de dimension. Certaines villes sont séparées par plusieurs milliers de kilomètres, les fuseaux horaires diffèrent et surtout les conditions de déplacement deviennent très compliquées. Mais à quelques semaines du coup d'envoi de la plus grande compétition du monde, ces problèmes vont soudainement passer au second plan. Car cette Coupe du Monde va commencer dans un climat géopolitique particulièrement tendu. Quelques semaines avant le début de la compétition, les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau sans précédent. Après une série de frappes militaires et de représailles entre les 2 pays, beaucoup de gens se demandent si l'Iran pourra participer à la plus grande compétition de football sur le sol américain.
La sélection iranienne est pourtant bien qualifiée sur le terrain, mais les tensions avec les États-Unis rendent sa participation très incertaine. Finalement, un compromis inédit est trouvé quelques jours seulement avant le coup d'envoi. L'Iran est autorisé à participer à la Coupe du Monde, mais au lieu d'installer son camp de base aux États-Unis, les Iraniens devront s'installer à Tijuana au Mexique. Mais pour Gianni Infantino, les premiers gros problèmes n'auront rien à voir avec la géopolitique. Alors que la FIFA continue d'afficher un optimisme sans faille, la qualité de la pelouse devient un problème qui doit absolument être réglé. Pour comprendre pourquoi ce sujet va autant occuper les organisateurs, il faut s'intéresser à une différence fondamentale entre le football européen et le sport américain. La majorité des plus grands stades retenus pour accueillir cette Coupe du Monde sont avant tout des stades de NFL. Chaque semaine, ils accueillent des rencontres de football américain, des concerts géants et de nombreux autres événements. Pour résister à une telle utilisation, plusieurs d'entre eux ont fait un choix logique. Remplacer le gazon naturel par une pelouse synthétique, beaucoup plus résistante et beaucoup plus simple à entretenir. Le problème, c'est que la FIFA refuse catégoriquement ce type de surface. Depuis des années, son règlement indique que toutes les rencontres de Coupe du Monde doivent être disputées sur une pelouse naturelle, afin de garantir les mêmes conditions de jeu pour toutes les équipes. Alors à ce moment-là, un chantier gigantesque débute pour les organisateurs. Au total, 8 des 16 stades retenus pour la compétition doivent abandonner la pelouse synthétique pour installer un gazon naturel spécialement conçu pour la compétition. Pendant plus de 7 ans, la FIFA travaille avec des chercheurs spécialisés dans les surfaces sportives afin de mettre au point une solution capable de fonctionner aussi bien dans un stade ouvert en Floride que dans une enceinte couverte au Texas. Des universités américaines participent au projet, des dizaines de tests sont menés et plusieurs stades pilotes sont installés avant même le début de la compétition. Mais derrière ce simple rectangle vert que vous avez pu voir durant toute la compétition se cache en réalité une véritable prouesse d'ingénierie. Sous la pelouse se trouvent plusieurs couches de sable, de gravier et de matériaux drainants destinés à évacuer l'eau tout en conservant une surface parfaitement stable. Les organisateurs vont même jusqu'à installer d'immenses lampes horticoles venues des Pays-Bas afin de reproduire artificiellement la lumière du soleil et permettre au gazon de continuer à pousser. Mais ce chantier a un coût très important pour la FIFA. Selon Reuters, la construction de chacune de ces pelouses dépasserait les 3 millions de dollars. Si la question des pelouses finit par être maîtrisée, un autre problème arrive très rapidement. Depuis plusieurs années déjà, des climatologues et des médecins du sport observent avec inquiétude les conditions dans lesquelles pourrait se dérouler cette Coupe du Monde 2026. Contrairement au Qatar en 2022, qui avait été déplacé en décembre pour éviter des conditions météorologiques trop fortes pour les joueurs, la Coupe du Monde 2026 retrouve son calendrier habituel pendant l'été nord-américain. Mais est-il réellement raisonnable d'organiser plus d'une centaine de matchs en juin et en juillet dans certaines des régions les plus chaudes des États-Unis et du Mexique ? En mai 2026, une étude réalisée par le groupe scientifique World Weather Attribution vient renforcer ces inquiétudes. Les chercheurs estiment qu'environ un quart des 104 rencontres pourraient se dérouler dans des conditions dépassant les seuils de sécurité recommandés par la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs professionnels. Certaines affiches pourraient même atteindre un niveau de risque pour lequel un report de match est fortement conseillé. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques utilisent le Wet Bulb Globe Temperature, un indice ultra précis qui prend en compte la température de l'air, mais aussi l'humidité, le rayonnement solaire et le vent afin d'évaluer la capacité du corps humain à évacuer la chaleur. Plus cette valeur augmente, plus les risques de coups de chaleur deviennent élevés, même pour des athlètes de très haut niveau. Les conclusions sont suffisamment préoccupantes pour que des spécialistes demandent à la FIFA de revoir entièrement la programmation de la Coupe du Monde. Selon les travaux des chercheurs de la Queen's University Belfast, 14 des 16 villes hautes connaissent aujourd'hui des pics de chaleur beaucoup plus forts que lorsque les États-Unis avaient organisé le mondial en 1994. La FIFA assure alors avoir anticipé le problème. Les organisateurs mettent en place des postes fraîcheur obligatoires, renforce les dispositifs médicaux dans les stades et affirme que les conditions de jeu seront surveillées en permanence grâce au WBGT. Mais après la chaleur, une autre polémique commence progressivement à prendre de l'ampleur. Depuis toujours, assister à une Coupe du Monde représente un rêve pour des millions de personnes. Mais à mesure que la billetterie du Mondial 2026 ouvre ses portes, certains commencent à se sentir exclus de la plus grande fête du football. Pour la première fois de son histoire, la FIFA décide d'utiliser un système de tarification dynamique. Concrètement, le prix d'un billet n'est plus fixé une fois pour toutes. Comme pour certains concerts ou même pour les billets d'avion, il évolue en permanence. Plus un match attire de supporters, plus son prix augmente. Sur le papier, ce modèle est présenté comme une manière de lutter contre la vente illégale de billets et surtout de mieux les répartir. Mais beaucoup de supporters y voient surtout un moyen de maximiser les revenus pour la FIFA. En 2022, au Qatar, les billets de la finale coûtaient entre 69 et 1607 $ selon les catégories. Pour 2026, les premiers prix annoncés sont déjà largement supérieurs et les meilleures places atteignent déjà plusieurs milliers de dollars.
Puis à mesure que la demande explose, la tarification dynamique fait encore un peu plus exploser les montants. Certaines places pour la finale dépassent les 10 000 $ sur le site officiel de la FIFA, alors que le dossier de candidature présenté en 2018 évoquait un montant bien inférieur. Des associations de supporters dénoncent alors une Coupe du Monde devenue inaccessible. Les médias parlent d'un tournoi réservé aux plus fortunés et des responsables politiques américains demandent à la FIFA de revoir sa politique tarifaire. Même certains entraîneurs commencent à réagir, dont le sélectionneur de l'Écosse Steve Clarke qui conseille même à ses propres supporters de ne pas se ruiner pour venir voir l'équipe nationale. Face à toutes ces vagues de critiques, la FIFA annonce une nouvelle catégorie bloquée à 60 $. Elle est présentée comme une solution pour permettre aux supporters les plus fidèles d'assister aux rencontres. Pourtant, quelques jours plus tard, des journalistes se rendent compte qu'elle ne représente qu'une partie infime des billets disponibles à la vente. Environ 130 000 billets sur plus de 7 millions, soit à peine 1,6%. Mais alors que le tournoi n'a même pas encore commencé, de nombreux scandales vont complètement changer l'image qu'on avait de ce tournoi. Le premier cas marquant concerne Omar Artan, arbitre somalien désigné pour participer à la Coupe du Monde 2026. Pour lui, cette compétition devait représenter un moment historique. Il devait devenir le premier arbitre somalien à officier en Coupe du Monde. Une fierté pour son pays et pour l'Afrique tout entière. Mais quelques jours avant le début du tournoi, son rêve s'arrête brutalement. Les États-Unis lui refusent l'entrée sur le territoire en évoquant une menace liée à la sécurité, alors que la FIFA rappelle qu'elle n'a pas de rôle dans les décisions d'immigration ou de visa. L'affaire provoque une forte réaction en Somalie où la fédération demande des explications. Artan, lui, rentre au pays sans avoir pu participer à la compétition qu'il préparait depuis des années. Quelques jours plus tard, la FIFA annonce qu'il recevra tout de même l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir, mais le symbole reste fort. Avant même que la Coupe du Monde n'ait commencé, un officiel sélectionné pour participer à la Coupe du Monde ne peut même pas rejoindre le pays hôte. Et le pire, c'est que ce cas n'est même pas isolé. À Chicago, l'arrivée de la sélection irakienne donne aussi lieu à une autre controverse. L'attaquant Ayman Hussein, l'une des figures de l'équipe, est interrogé pendant plusieurs heures à l'aéroport et son téléphone est inspecté. Il finit par être autorisé à entrer aux États-Unis, mais un autre membre de la délégation n'a pas eu la même issue. Talal Salah, photographe officiel de la sélection irakienne, est retenu pendant plus de 10 heures, voit lui aussi ses appareils contrôlés, puis se voit finalement refuser l'entrée sur le territoire américain. Officiellement, les autorités américaines expliquent que le photographe a été jugé inadmissible en raison d'informations classifiées relevant de la loi américaine. Mais dans le contexte d'une Coupe du Monde censée réunir l'entièreté de la population, cette image est absolument désastreuse. Le 11 juin 2026, au stade Azteca de Mexico, devant plus de 80 000 spectateurs, le coup d'envoi du Mondial 2026 est donné. Brian Gutiérrez pour lancer cette Coupe du Monde 2026, ce match d'ouverture ici dans cet Estadio Azteca. Le Mexique accueille l'Afrique du Sud. Pour la première fois, 3 pays accueillent ensemble une Coupe du Monde et le monde entier a les yeux rivés sur l'Amérique du Nord. Pendant quelques heures, toutes les interrogations et tous les problèmes évoqués précédemment disparaissent pour laisser place au football. Mais en coulisses, ces problèmes n'ont pas réellement disparu. Ils attendent simplement le bon moment pour refaire surface. Parmi toutes les inquiétudes évoquées avant le début du tournoi, celle de la chaleur est la première à se concrétiser. Dès les premiers jours de la compétition, un immense dôme de chaleur s'installe sur une partie des États-Unis. Avec l'humidité et le rayonnement du soleil, les ressentis atteignent parfois les 40 degrés et même entre 40 et 46 degrés à Philadelphie. Après avoir lui-même évolué sous des températures particulièrement élevées, Enzo Fernandez explique publiquement avoir ressenti des vertiges et qualifie ces conditions de dangereuses. Là, il ne s'agit plus de données météorologiques ou de calculs par des scientifiques, mais des joueurs de très haut niveau qui reconnaissent ne pas pouvoir évoluer normalement pendant 90 minutes. Mais quelques jours plus tard, l'orage, une autre conséquence de ces conditions météorologiques extrêmes, provoque l'interruption la plus spectaculaire de la Coupe du Monde. Le 22 juin, la France affronte l'Irak à Philadelphie. À la mi-temps, les Bleus mènent grâce à un but de Kylian Mbappé, mais alors que les joueurs doivent revenir sur la pelouse, un violent orage s'abat sur la ville. Un éclair est détecté à proximité du stade et le protocole américain s'applique. Les deux équipes restent dans les vestiaires et les supporters sont invités à quitter les parties découvertes des tribunes pour se mettre à l'abri. La reprise, d'abord annoncée quelques minutes plus tard, est repoussée plusieurs fois à chaque nouvel impact de la foudre dans la zone annoncée. La mi-temps devient une attente presque interminable avant que le coup d'envoi de la deuxième période soit finalement donné près de 2 heures plus tard. La pelouse, elle aussi, passe rapidement de la promesse technologique à l'épreuve du terrain. Le problème apparaît notamment au MetLife Stadium, l'enceinte choisie pour disputer la finale. Après la victoire de la France face au Sénégal, Adrien Rabiot se montre très sévère en conférence de presse. Il explique ne même pas savoir s'il est possible de parler d'une véritable pelouse tant la surface lui a paru dure et rigide. Selon lui, les sensations se rapprochent davantage d'un gazon synthétique que d'un vrai gazon naturel. Le constat n'est cependant pas identique partout et c'est ce qui rend ce débat assez complexe. À Vancouver, la pelouse reçoit au contraire des commentaires très positifs.
Après la victoire de l'Australie contre la Turquie, Aidan O'Neill estime que les organisateurs ont réalisé un excellent travail. Le milieu australien souligne que le ballon circulait correctement, que le terrain n'était pas trop dur et va jusqu'à qualifier la surface de parfaite. Cette différence révèle l'un des problèmes fondamentaux d'organiser un tournoi sur un territoire aussi vaste. Une pelouse installée dans l'humidité de New York ne réagit pas exactement pareil que celle de Vancouver ou de Los Angeles par exemple. Mais face aux critiques, la FIFA affirme que les terrains restent dans un état excellent, aussi bien en matière de jouabilité que de sécurité. Et progressivement, le débat évolue. Ce ne sont plus seulement les conditions dans lesquelles se déroule cette Coupe du Monde qui font parler, mais ce qui se passe directement sur le terrain. Et lorsqu'une compétition commence à perdre la confiance du public envers son arbitrage, ce ne sont plus seulement quelques décisions qui sont contestées, c'est la crédibilité du tournoi lui-même qui est remise en cause. Le 7 juillet 2026, l'Argentine retrouve l'Égypte en 8e de finale de la Coupe du Monde. D'un côté, les champions du monde en titre emmenés par Lionel Messi est considéré comme l'un des grands favoris du tournoi. De l'autre, une sélection égyptienne qui n'a absolument rien à perdre. Mais le match ne se déroule pas comme prévu pour l'Albi-Céleste. Les Égyptiens entrent sur la pelouse sans complexe, défendent avec agressivité et se projettent rapidement dès qu'ils récupèrent le ballon. L'Égypte ouvre même le score et pendant plus d'une heure, les champions du monde cherchent une solution sans y parvenir. Et à la 62e minute, le match semble basculer définitivement. Sur une nouvelle attaque égyptienne, Zico trouve une seconde fois le chemin des filets. Mais la célébration ne dure pas. Dans la salle vidéo, les arbitres remontent l'action située à plusieurs secondes et à l'autre bout du terrain. Marouane Atia entre en contact avec Lisandro Martinez au moment où l'Égypte récupère le ballon. Pour les arbitres vidéo, cette faute appartient à la phase offensive et le but est donc annulé. Sur le plan réglementaire, l'intervention peut évidemment être défendue. Le protocole permet à la VAR de revenir sur une faute commise par l'équipe attaquante au cours de la phase de possession qui précède directement un but. Mais jusqu'où cette phase peut réellement remonter ? Car entre le contact et le but, plusieurs joueurs interviennent et l'Égypte construit une véritable occasion. Pourtant, d'après la décision, l'ensemble de cette séquence est considéré comme une seule et même action. Et quelques minutes plus tard, les Égyptiens vont avoir le sentiment que la rigueur ne s'applique pas dans les deux sens. En toute fin de match, alors que le score est de 2 buts partout, Mohamed Salah pénètre dans la surface argentine et tombe après un contact avec un autre défenseur. Mais cette fois, la VAR n'invite pas l'arbitre à revoir les images. Ce que les Égyptiens ne comprennent pas à ce moment-là, c'est la différence de traitement entre les deux actions. Sur le deuxième but de Zico, la VAR est capable de remonter plusieurs secondes en arrière et de revoir une faute située presque à l'autre bout du terrain. Sur les contacts dans la surface argentine, elle choisit tout simplement de ne pas intervenir. Et dans le temps additionnel, l'Argentine s'impose finalement 3-2 et rejoint les quarts de finale. Après le match, Hossam Hassan, le sélectionneur égyptien, ne cherche pas à masquer sa colère. Devant les journalistes, il affirme que son équipe a été victime d'une injustice et va jusqu'à employer le mot vol. Il suggère également que certaines décisions ont pu être influencées par le poids de l'adversaire et par le désir de maintenir les champions du monde dans la compétition. La fédération égyptienne décide ensuite de déposer une plainte officielle contre la FIFA. Elle conteste l'ensemble des décisions prises durant le match car selon elle, ces décisions ont littéralement influencé le résultat final. Et face à cette pression, la FIFA finit par réagir. Pierluigi Collina, responsable de l'arbitrage au sein de l'instance, défend le travail des officiels. Il rappelle que la faute ayant précédé le but appartenait bien à la phase offensive. Et il affirme aussi que le protocole a été appliqué correctement. Mais quelques jours plus tôt, face au Paraguay, la France vit une situation totalement opposée. Le 4 juillet 2026, les Bleus disputent leur 8e de finale à Philadelphie. Sur le papier, l'affiche paraît déséquilibrée. La France fait partie des favoris du tournoi, tandis que le Paraguay s'est qualifié avec un football beaucoup plus physique, capable de faire déjouer des équipes techniquement supérieures. Et au fil de la rencontre, plusieurs gestes paraguayens provoquent la colère des Français. Jules Koundé reçoit un coup au visage lors d'un duel aérien. Kylian Mbappé est lui aussi touché au visage dans un autre contact particulièrement appuyé. Puis vient une semelle sur la jambe de Désiré Doué, suivie d'un nouveau geste d'humeur qui fait immédiatement craquer les Français. À chaque action litigieuse, les Français entourent l'arbitre et réclament au minimum un carton jaune. Mais celui-ci laisse jouer ou se contente d'un simple rappel à l'ordre. La seule intervention vidéo de la soirée concerne finalement le pénalty accordé à la France et transformé par Kylian Mbappé. Mais malgré cette victoire, c'est surtout l'arbitrage qui occupe les discussions au coup de sifflet final. La France termine le match avec 3 cartons jaunes alors que le Paraguay, qui a multiplié les fautes dangereuses durant le match, termine avec absolument 0 carton jaune. Sur les réseaux sociaux, des milliers de supporters dénoncent une prestation arbitrale absolument incompréhensible. Ils estiment que plusieurs gestes relevaient du carton rouge et s'interrogent surtout sur l'absence totale d'intervention de la VAR, malgré des actions qualifiées de fautes graves ou de comportements violents. Puis arrive finalement le match Portugal-Croatie et cette fois-ci, c'est une technologie qui est mise en cause. Le 2 juillet 2026, les deux sélections s'affrontent à Toronto en 16e de finale. Dans le temps additionnel, le score est de 2-1 et la Croatie n'a plus que quelques minutes pour éviter son élimination. Et en toute fin de match, à la 103e minute, elle pense enfin y parvenir.
Ivan Perisic envoie un dernier ballon dans la surface portugaise. Mario Pasalic se trouve sur la trajectoire, la décale et Josko Gvardiol surgit au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets. Ah, ça va être le dernier coup. But d'égalisation ou pas? Mais l'arbitre porte sa main à l'oreillette. Dans la salle vidéo, ses assistants possèdent une information qu'on n'a pas à la télé. À l'intérieur du ballon officiel de cette Coupe du Monde se trouve un capteur capable d'enregistrer ses mouvements 500 fois par seconde. Ce dispositif transmet en temps réel des informations extrêmement importantes à la VAR et lui permet de savoir si un joueur a touché le ballon ou non, même si le contact est invisible à l'œil nu. Et lors de cette action, le capteur a bien détecté quelque chose. Avant que le ballon n'arrive jusqu'à Pasalic puis Gvardiol, Igor Matanovic l'effleure. Selon les données de la technologie connectée, le contact existe bien, même s'il est si léger que les images diffusées à la télévision ne permettent presque pas de le distinguer. Ce simple effleurement change pourtant toute la lecture de l'action. Au moment exact où Matanovic touche le ballon, Pasalic se trouve en position de hors-jeu et le but est finalement annulé. Croatia player number 20 touched the ball and headed. Et c'est hors-jeu annulé. Sur le plan réglementaire, la FIFA défend immédiatement la décision. Dans un communiqué, l'instance affirme que les données contenues dans le ballon ont prouvé le contact de Matanovic et permis aux arbitres de déterminer correctement la position de hors-jeu. Pourtant, dans le stade, les supporters croates ne voient aucun contact évident. Les joueurs eux-mêmes ne semblent pas comprendre immédiatement ce qui leur est reproché et les images diffusées à la télévision n'apportent pas de réponse claire. Dans les jours qui suivent, plusieurs observateurs parlent d'un abus de technologie. Certains décriront cette affaire comme l'un des symboles d'une technologie dont le champ d'intervention s'est progressivement élargi au point de devenir elle-même le centre des controverses. Et c'est là que cette affaire devient différente des précédentes. Contre l'Égypte, la polémique venait d'une VAR qui remontait très loin dans l'action. Pendant France-Paraguay, elle venait d'une VAR qui restait silencieuse devant plusieurs contacts très contestés. Ici, elle intervient sur la base d'un contact que seule une machine peut identifier. Dans les trois cas, la décision peut être défendue par un élément du règlement. Pourtant, dans les trois cas, le même problème demeure. Les joueurs, les entraîneurs et les spectateurs ne comprennent plus clairement ce qui provoque une intervention, jusqu'où la technologie peut remonter et quelle place il reste encore à l'appréciation humaine. La VAR avait pourtant été créée pour rendre des décisions plus évidentes pour les arbitres. Portugal-Croatie montre qu'elle peut produire exactement l'inverse. Une décision peut être techniquement exacte tout en devenant presque impossible à accepter pour ceux qui ne voient pas la preuve sur laquelle elle repose. Le 1er juillet 2026, les États-Unis affrontent la Bosnie-Herzégovine à Santa Clara en 16e de finale de leur propre Coupe du Monde. Depuis le début du tournoi, leur parcours a fait naître l'espoir d'une longue aventure à domicile et au centre de cette réussite, un joueur s'est progressivement imposé, Folarin Balogun. L'attaquant de Monaco a déjà marqué à 2 reprises lorsque débute la rencontre. Face à la Bosnie, il trouve encore le chemin des filets et inscrit son 3e but de la compétition, permettant aux États-Unis de prendre l'avantage dans un match qu'ils finiront par remporter 2-0. Balogun devient alors le principal danger offensif de cette sélection américaine. Mais avant la fin du match, tout bascule sur une action qui au départ ne semble même pas si spectaculaire. Balogun et le défenseur bosnien Tarik Muharemovic se disputent le ballon. L'attaquant américain pose le pied et sa semelle retombe sur la partie supérieure de la cheville de son adversaire. Le Bosnien s'effondre immédiatement, mais l'arbitre brésilien Rafael Claus, pourtant situé à quelques mètres de l'action, ne siffle d'abord aucune faute et laisse le jeu se poursuivre. Puis la VAR intervient. Au ralenti, le geste paraît plus impressionnant qu'à vitesse réelle. Le pied de Balogun retombe directement sur la cheville de Muharemovic et la jambe du défenseur se plie sous l'impact. Après avoir revisionné les images, l'arbitre brésilien décide finalement de sortir le carton rouge synonyme d'expulsion pour Folarin Balogun. Mais dès la fin du match, la décision fait beaucoup parler. Mauricio Pochettino considère que la faute ne mérite pas une expulsion et que son équipe a déjà payé un prix important en terminant la rencontre à 10. Pour les États-Unis, la perte est considérable. Balogun a inscrit 3 buts en 3 titularisations et porte l'espoir de tout un pays. Mais sur le plan disciplinaire, l'affaire paraît complètement réglée. Le règlement de la FIFA ne permet normalement pas de faire appel sur ce genre de décision. Cette histoire aurait pu s'arrêter là, mais dans les jours qui suivent, la suspension va rapidement quitter les bureaux de la commission disciplinaire pour arriver directement à la Maison-Blanche. Car en coulisses, le dossier continue d'être examiné. Comme le prévoit le code disciplinaire de la FIFA, la commission de discipline analyse le rapport de l'arbitre, les images de la rencontre ainsi que les observations transmises par la fédération américaine. Et cette démarche n'apportant rien d'inhabituel. Pourtant, au fil des heures, plusieurs spécialistes commencent à évoquer une agitation inhabituelle autour du dossier Balogun. Des sources proches de la FIFA indiquent que le dossier fait l'objet de nombreuses discussions beaucoup plus importantes que d'habitude. Puis une information commence à circuler dans des médias références comme The Guardian. Donald Trump aurait personnellement pris contact avec Gianni Infantino pendant que la procédure disciplinaire est toujours en cours.
Selon ces informations, le président américain aurait demandé au patron de la FIFA de reconsidérer la suspension de Folarin Balogun afin que l'attaquant puisse participer au 8e de finale contre la Belgique. Aucune confirmation officielle n'est alors apportée ni par la Maison-Blanche ni par la FIFA. Puis le 5 juillet 2026, la commission disciplinaire de la FIFA rend finalement son verdict. Elle annonce que le carton rouge est maintenu mais que la suspension ne sera finalement pas appliquée immédiatement. En s'appuyant sur l'article 27 de son code disciplinaire, la commission décide de transformer cette suspension en une peine avec sursis d'1 an. Concrètement, Balogun est autorisé à jouer contre la Belgique. Si le joueur ne commet aucune nouvelle infraction disciplinaire au cours des 12 prochains mois, la suspension sera finalement levée. Mais la décision choque le monde du football. L'article 27 existe bien dans le code disciplinaire de la FIFA. Mais son utilisation dans le cadre d'une expulsion pendant une Coupe du Monde est extrêmement rare. Plus étonnant encore, plusieurs médias révèlent que la décision n'a pas été prise par une formation habituelle de plusieurs membres de la commission de discipline, mais par son président Mohamed Al-Kamali. Une procédure inhabituelle qui soulève directement des questions sur comment le dossier a-t-il réellement été traité. Et quelques heures plus tard, la Belgique réagit à cette annonce. Estimant que cette décision modifie directement les conditions sportives de son 8e de finale, la fédération belge introduit un recours auprès de la FIFA afin de contester la levée de la suspension. Elle demande également à obtenir les motivations détaillées ayant conduit à cette décision exceptionnelle, mais ce recours sera finalement rejeté. Puis le lendemain, une nouvelle révélation fait basculer l'affaire dans une autre dimension. Invité à s'exprimer devant les médias, Donald Trump confirme publiquement avoir personnellement appelé Gianni Infantino pendant que la procédure disciplinaire était encore en cours. Le président américain explique avoir demandé au patron de la FIFA de revoir le dossier Balogun, estimant que son geste ne méritait pas une suspension qui aurait privé les États-Unis de son meilleur buteur pour un match décisif. Cette décision provoque immédiatement de vives réactions comme celle de l'UEFA. L'instance européenne rappelle que l'indépendance des commissions disciplinaires constitue l'un des principes fondamentaux de la gouvernance du football et que toute intervention politique, réelle ou perçue comme telle, risque d'affaiblir la crédibilité des compétitions internationales. Plusieurs responsables européens estiment même qu'une ligne rouge a été franchie. Des juristes spécialisés en droit du sport s'interrogent eux aussi sur cette succession d'événements. L'ONG Fair Square dénonce une décision susceptible de porter atteinte au principe de neutralité politique de la FIFA et elle saisit successivement la commission d'éthique de la FIFA puis le comité international olympique afin qu'une enquête soit ouverte sur le rôle joué par Gianni Infantino dans tout ce dossier. Cette démarche recevra par la suite le soutien de la fédération norvégienne ainsi que celui de plusieurs parlementaires européens. Face à l'ampleur de la polémique, la FIFA ne met pas longtemps à réagir. L'instance affirme que la décision a bien été prise conformément à son code disciplinaire et que ses organes judiciaires sont indépendants. Gianni Infantino reconnaît avoir reçu un appel de Donald Trump, mais assure ne pas être intervenu dans le traitement du dossier, expliquant avoir simplement indiqué que la décision appartenait exclusivement aux organes disciplinaires compétents. Le problème n'est peut-être même plus de savoir si cette intervention a réellement déterminé le choix de la FIFA. Le problème, c'est qu'elle pose une question qui n'existait pas jusqu'à présent. Jusqu'où un dirigeant politique peut-il intervenir dans une décision sportive sans remettre en cause l'indépendance de ceux qui la dirigent ? En 2030, la Coupe du Monde sera organisée sur plusieurs continents, dans plusieurs pays, sous le regard de plusieurs chefs d'État. Alors pourquoi le président d'un pays organisateur, un roi ou un gouvernement s'interdirait-il demain d'intervenir dans une suspension, dans la désignation d'un arbitre ou dans une décision disciplinaire si d'autres l'ont déjà fait avant lui ? Pendant longtemps, la FIFA a été critiquée pour ses choix, son opacité ou ses intérêts financiers. Mais cette fois, la question est peut-être devenue plus profonde. L'institution qui dirige le football mondial est-elle encore capable de résister aux puissances politiques qui financent et organisent ces compétitions ? Car à partir du moment où les supporters ne comprennent plus les décisions de la VAR, doutent de l'indépendance des sanctions et commencent à se demander qui influence réellement la FIFA, que reste-t-il de la crédibilité de la plus grande compétition du monde ? La Coupe du Monde 2026 devait ouvrir une nouvelle ère pour le football. Elle aura surtout ouvert une porte que personne ne sait comment refermer. Car si chaque pays organisateur estime pouvoir intervenir lorsque ses propres intérêts sont en jeu, ce n'est peut-être pas seulement l'image de la Coupe du Monde qui est en train de changer, mais celle de l'institution censée garantir l'équité du football mondial.